Salut à tous, c'est Jean-Mi, nous sommes mercredi, vous le savez, c'est votre rendez-vous hebdomadaire avec l'interview de Jean-Mi, entre 9h et 10h, rediffusion le dimanche matin, entre 10h et 11h. Aujourd'hui, j'ai François Collard en face de moi. François, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Oh, ça va très bien pour moi. Alors jusque-là, on sait que c'est François Collard en face de Jean-Mi aujourd'hui, mais vous êtes le représentant du Bastogne War Museum. C'est ça, oui, avec l'accent anglais, très bien. Donc, le musée de Bastogne sur la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, on va évoquer ce qu'est ce musée. Il n'y a pas que le musée, il y a plein d'autres choses qui tournent autour, puisque Bastogne est quand même lié quelque part au conflit de la Seconde Guerre mondiale. Mais le bloc 1, c'est la présentation de l'invité. Alors, on brosse rapidement qui est François Collard et pourquoi est-ce qu'il est là aujourd'hui à l'interview. Moi, originaire de Bastogne, j'ai fait 5 années de pause à Louvain-la-Neuve et puis je suis revenu travailler au Bastogne War Museum comme chargé de communication. Donc voilà, c'est un peu naturellement que je viens ici. Hein. C'était prévu de longue date? Vous saviez que vous alliez revenir au pays déjà? Non, quand même pas. Donc c'est vrai que je ne pensais pas me retrouver à Bastogne dans un domaine comme la communication, mais voilà, le hasard a fait que mon stage s'est passé dans la société Tempora qui s'occupe de la gestion du Bastogne War Museum. Et puis après, voilà, une opportunité s'est présentée à moi, un poste s'est libéré. Et, ils avaient besoin de quelqu'un pour la communication, pour la gestion des événements. Et voilà, j'étais diplômé à ce moment-là. J'ai d'abord fait deux premières années comme chargé de communication d'un autre musée à Bastogne, le musée de la Grande Ardenne, qui était aussi de très bonne qualité. Et puis voilà, une place s'est libérée et j'ai rejoint le paquebot Bastogne War Museum. Le musée de la Grande Ardenne, ça me fait penser à Michel Francard, non? Il n'est pas administrateur? Parce qu'il était là il y a quelques semaines à ce micro. Oui, tout à fait. C'est le président du CA du musée de la Grande Ardenne et maintenant du pôle culture à Bastogne. Donc on se côtoie encore de temps en temps. Est-ce que vous savez qu'il fait un dictionnaire des belgicismes? Bien sûr. Un très bon dictionnaire. C'est un défenseur du wallon. Référent. Ouais. Est-ce que vous savez que dans l'interview de Jean-Mi, il y a des belgicismes qui sortent quand ils ont envie de sortir? Je l'ai appris, oui. Donc il faut que je reste attentif. Je vous propose de déjà mettre le belgicisme, puisqu'il a décidé il vit sa vie, le belgicisme. Il n'attend rien de personne. Je cherche toujours un belgicisme dans le dictionnaire de Michel qui a un lien avec l'invité. Et ici, j'ai trouvé la milice. La milice, qui est un effectif des appelés au service militaire, la loi sur la milice, la loi qui règle les modalités de recrutement du contingent, etc., etc. Vitalité moyenne mais significativement décroissante. Tant en Wallonie qu'à Bruxelles, le service militaire obligatoire ayant été suspendu en Belgique à partir de la classe 1994. François, est-ce que vous connaissez l'équivalent de référence? Donc, dans le Larousse ou dans le Petit Robert, on n'a pas la milice, on a quoi? Alors là, c'est une colle. Je pense que c'est une colle. J'en ai aucune idée. Alors vous qui nous écoutez ce matin ou en rediffusion plus tard sur les différents canaux, l'équivalent en français de référence de la milice, nous dit Michel Francard, c'est le contingent. Ah oui, d'accord. Le contingent. Donc, oui, donc c'est le stage qui vous a amené là où vous êtes. Je me suis dit peut-être qu'il a fait un voyage aux États-Unis ou que sais-je. Je suis parti en Erasmus aux Pays-Bas. Oui. Et contrairement à ce qu'on pense, les Hollandais sont très très présents au War Museum et donc les quelques connaissances que j'ai du néerlandais m'ont aidé, oui. Et donc votre rôle, parce qu'on n'en a pas encore parlé, vous êtes le représentant aujourd'hui du Bastogne War Museum, mais vous y faites quoi concrètement? Alors je m'occupe de la communication, donc dans son sens assez large, que ce soit de l'affichage, faire vraiment connaître le musée en dehors de ses portes. Je m'occupe des événements, parce qu'il faut savoir qu'on a des salles événementielles qui permettent d'accueillir des événements publics comme privés. On y reviendra plus tard dans l'interview. Et puis après, je m'occupe aussi par moment de l'équipe. Donc comme on est ouvert 7 jours sur 7, il faut plusieurs personnes du staff pour s'occuper du quotidien et j'en fais partie. Il y a un angle de communication spécifique pour parler d'un musée qui traite de la guerre? Pas vraiment. C'est vrai qu'il faut en effet parler de... En fait, le Bastogne War Museum, c'est un musée qui est accessible à tous. Donc, contrairement à ce qu'on peut croire, que voilà, il faut avoir des prérequis pour aller voir un musée sur la guerre, qu'il faut savoir un petit peu les dates historiques. Mais nous, voilà, on a pris le parti d'être accessible à tous et d'utiliser l'histoire de 4 personnages
pour raconter la grande histoire qu'est la bataille des Ardennes, la Seconde Guerre mondiale. Donc au final, il faut rappeler aux personnes que c'est un musée pour tous, interactif, immersif, avec la volonté d'en apprendre pour tout le monde, mais aussi de ne pas laisser de côté les passionnés, avec bien sûr beaucoup d'uniformes d'époque, d'objets d'époque, etc. On a évoqué votre parcours, ce que vous faites au sein du musée, mais j'ai vu sur le site du musée d'ailleurs qu'il n'y a pas que le Boston War Museum, il y a 3 sites, le Boston War Museum, le Bois-Jacques Battlefield et le Boston War Rooms. On y va? On rentre dans les 3? On commence par la tête de pont? Oui, commençons par le Boston War Museum, parce que il faut savoir maintenant qu'on est sur 3 sites de mémoire. Donc le musée n'a fait que s'étoffer depuis sa création il y a 11 ans. Alors le Boston War Museum, c'est le premier site à voir, car ça parle vraiment de la Seconde Guerre mondiale et de la bataille des Ardennes à travers le regard de 4 personnages, 2 soldats et 2 civils. Comme ça, on a vraiment les prises de position, les points de vue de chacun. Ce sont des adultes, il y a même un enfant parmi eux, donc ça permet à une famille de se retrouver, de s'identifier à certaines personnes. Ça permet de voir l'évolution des points de vue au fur et à mesure de la guerre. Oui. Et après avoir fait ces 2-3 heures de visite, d'avoir fait un arrêt au bistrot de la paix du musée, d'avoir parcouru le mémorial du Mardasson qui se trouve à quelques mètres, on peut reprendre son véhicule pour aller vers le Bois-Jacques, qui est un champ de bataille d'époque qui permet de retrouver ce qu'on appelle les foxholes en anglais, donc les trous de fusillés creusés par les soldats pour se protéger de l'artillerie. Il y a eu des combats dans ces bois, et alors à travers une application mobile de réalité augmentée, ça permet aux visiteurs de se retrouver avec des historiens, avec des soldats, pour voir vraiment comment ça se passait les combats à l'époque. Et depuis maintenant 1 an, on a une nouvelle visite qui s'appelle les Bastogne War Rooms, qui se trouve dans l'ancienne caserne militaire de Bastogne, là où en 1944-1945, le général Macauliffe était retranché avec ses officiers, et là où il prenait les grosses décisions. Et c'est d'ailleurs dans ce même cave qui sont restés intacts qu'il a prononcé la célèbre phrase, le célèbre mot « nuts » suite à la demande de reddition des Allemands. Et donc, ça permet aux visiteurs de passer une journée à Bastogne autour de la thématique de la bataille des Ardennes. Vous avez évoqué l'intelligence... Pas tout à fait l'intelligence artificielle, mais la réalité augmentée, c'est quelque chose qui s'insère depuis des années pour que les gens se sentent mieux, s'imprègnent mieux du moment et de l'endroit. Ça vous aide naturellement, on va dire, pour faire venir les gens, ou est-ce que les gens en ressortent avec encore plus d'informations qu'avant? La technologie, c'est sûr qu'il faut l'utiliser. Il faut rester dans le côté moderne pour continuer à faire... je ne vais pas dire à faire rêver les gens, mais en tout cas à leur donner un côté accessible. Maintenant, il faut que ce soit fait intelligemment. Et donc, d'où le fait qu'on utilise, par exemple, dans le Boston War Museum, un audio guide qui permet de suivre 4 personnages, car l'idée de suivre le parcours un peu, on va dire, quotidien et lambda de 4 personnes qui sont au cœur du conflit, ça permet en fait indirectement aux visiteurs de comprendre l'ensemble de la thématique. Donc évidemment, c'est intéressant d'utiliser la technologie, mais ça doit bien sûr être fait intelligemment. Ouais. Là, on touche un mot, si vous le voulez bien, sur la nationalité des visiteurs. Alors, voyons ça de l'extérieur, parce qu'en plus, on l'a pas dit, François, mais donc ça fait 11 ans qu'il est là, le Boston War Museum. Mais il a été refait il y a quelques années. Et je pense que et pourquoi je le dis, parce qu'on en discutait avec les collègues avant de faire cette interview, qui n'étaient pas au courant. Donc il y a eu un 2.0 qui a été fait. Voilà, c'est ça. Donc ça fait 3 ans en fait qu'on est passé en l'espace de 3 ans, on est passé de 1 à 4 expériences de visite. Donc c'est quand même pas rien. Et donc ça nous a permis de ne pas s'arrêter seulement à la période de 40-45. On a une expérience qui parle de l'après-guerre. Donc on peut voir la reconstruction de l'Europe pendant la deuxième partie du XXe siècle jusqu'à la chute du mur de Berlin. On a un focus particulier à l'extérieur sur les combats avec ce champ de bataille d'époque. Et puis depuis 1 an, on a cette cave militaire où se trouvaient les officiers. Donc vraiment quelque chose de dans le patrimoine, où là on peut voir justement les décisions des quelques soldats qui ont eu des impacts sur les milliers d'autres qui étaient sur le champ de bataille. Donc c'est vrai que les personnes qui sont venues visiter il y a 5-6 ans le musée, s'ils reviennent en tout cas, et je leur conseille de revenir, ils découvriront des nouveautés. Alors
la nationalité des visiteurs, c'est surtout des Américains ou pas forcément, ça vient d'un peu partout? Il a la médaille de bronze sur le podium, on va dire. Donc l'Américain a la médaille de bronze. Voilà. Donc les Belges sont les premiers, okay. Avec une répartition, on va dire. En fait, la moitié de nos visiteurs viennent de Belgique et l'autre moitié viennent de l'étranger. Donc en Belgique, on va dire 50-50 wallons, flamands. Et puis la deuxième nationalité, ce sont les Hollandais. D'accord. Voilà, parce que l'Ardenne, c'est toujours quelque chose qui plaît beaucoup aux Hollandais. Donc, ils viennent, et quand il y a un jour de mauvais temps, le Baston War Museum est un peu comme un lieu incontournable. Et alors, la troisième nationalité, ce sont les États-Unis. Donc, en moyenne, 15-20% de nos visiteurs. Et c'est vrai que c'est quand même une particularité de la région, hein, parce qu'en Belgique, on peut dire que les Américains, en général, s'arrêtent à Bruxelles, peut-être à Bruges. Mais côté wallon, Bastogne, ça reste la référence. Il y a des interactions aussi, on va évoquer ça dans le troisième bloc si vous voulez bien, mais avec le fort de Fermont, je pense, parce que j'ai reçu Édouard Jacques à cette interview qui chapeaute le site et il me disait qu'il bénéficiait quelque part de la notoriété, on va dire, malgré elle, de Bastogne, quoi. François, j'aimerais parce qu'on est dans le devoir de mémoire, il y a des partenariats avec les écoles qui se sont créés, où il y a des initiatives qui sont faites pour faire en sorte que ceux qui nous suivent continuent bien sûr, de savoir ce qui s'est passé. Bien sûr, on reçoit beaucoup d'écoles qui viennent presque chaque fois suivre une animation. Donc c'est très rare quand une école vient uniquement pour visiter le musée. Donc il y a toujours l'apport d'un animateur, qui ne sont pas n'importe quel animateur, ce sont des anciens enseignants. Donc voilà, il y a le côté, ce sont des personnes qui ont eu un contact avec des enfants toute leur vie et donc qui ont envie de continuer dans cette dynamique. Et alors, on travaille avec des hautes écoles aussi, hein, pour tout ce qui est plus enregistrement des derniers témoins des faits. Donc voilà, mais c'est vrai que le devoir de mémoire, c'est très important, ça doit se faire en famille, mais aussi c'est un devoir des enseignants et des écoles. Et on remarque, au vu de l'actualité, qu'il y a un regain d'intérêt je pense que l'histoire, le passé nous permet de mieux appréhender le présent et le futur. Et ça, ils l'ont très bien compris. Le devoir de mémoire, la citation arrive maintenant. C'est de Simone Weil. Je n'aime pas l'expression de devoir de mémoire. En ce domaine, la notion d'obligation n'a pas sa place. Chacun réagit selon ses sentiments ou son émotion. La mémoire est là. Elle s'impose d'elle-même ou pas. Il existe, si elle n'est pas occultée, une mémoire spontanée. C'est celle des familles. Autre chose est le devoir d'enseigner, de transmettre. Là, oui, il y a un devoir. Et c'est parfaitement ce que vous venez de dire. Tout à fait. C'est que ce sont des gens, des passionnés, on va dire, qui ont envie de transmettre quelque chose aux enfants. Et c'est tellement important. Vous me disiez en off qu'il y a des partenariats avec les autres musées. On évoquait le fort de Fermont, par exemple, qui Édouard Jacques me disait qu'il était pas très loin de Bastogne, donc ça peut créer des synergies. Mais vous me parlez qu'il y a des ASBL qui sont là et il y a des objets d'autres musées qui se retrouvent chez vous et vice-versa. Oui, donc il y a une ASBL satellite du musée qui s'appelle Bastogne Mémorial, qui a pour objectif de créer des synergies entre les différents musées, parce qu'il y a beaucoup de musées dans la région où les combats ont eu lieu, donc la Grande Ardenne. Et donc on a souhaité de mettre en avant un petit peu ces musées avec des objets qui leur appartiennent dans des vitrines qui se trouvent à l'entrée. Donc dès que les visiteurs arrivent au War Museum, ils peuvent se rendre compte qu'il y a d'autres sites et qu'ils peuvent vraiment passer autour du devoir de mémoire, autour du tourisme de mémoire, plusieurs jours. On évoque les grandes manifestations de l'année, donc je pense que tout le monde a en tête le Nuts Weekend qui est fin d'année. Le deuxième week-end de décembre. Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un colloque qui arrive dans quelques jours, le 23 mai. Qu'est-ce qu'une guerre juste ? Oui, donc voilà, une thématique bien d'actualité. Donc ça fait partie, ce colloque, des rendez-vous du Baston War Museum qu'on essaye de faire chaque année, où on aborde toujours une thématique d'actualité. Et là, en l'occurrence, c'est qu'est-ce qu'une guerre juste, avec des personnages qualifiés, en tout cas vraiment dans cette thématique. Bernard Kouchner, par exemple, donc ancien ministre français, créateur de Médecins sans frontières, et aussi Daniel Cohn-Bendit, très connu pour mai 68. Donc ils vont passer une journée au War Museum et
sous forme de panel pour échanger avec le public. Le public peut poser ses questions et en général, on en retire beaucoup d'enseignements. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous, oui. On va sur le site de... On peut déjà teaser ou oui, bien trouver sûr. les informations. Sur le site du bastonnoirmuseum.be, il y a la possibilité de prendre son ticket en ligne. Et voilà. Et donc, ça donne aussi la possibilité, pendant le temps de midi, pendant la pause, le break lunch, de visiter une des expériences du musée qui s'appelle Génération 45. Donc, en plus d'assister à des interventions, on peut aussi voir une partie du musée. J'ai vu aussi qu'il y avait le Art of Remembrance, la conviction que l'art a le pouvoir de rapprocher les générations et d'inspirer de nouvelles façons de penser l'histoire. Grand Dieu, tout ça, c'est un programme. Hein, oui, c'est vrai que c'est un beau projet géré par la LRE Foundation, qui est une ASBL européenne qui rassemble tous les musées sur la Seconde Guerre mondiale en Europe. Et alors, le Baston Museum, avec 3 autres musées d'Europe, va accueillir un artiste étranger. Il va résider à Bastogne pendant quelques semaines. Oui. Et sur base de la thématique du Baston Museum de la Seconde Guerre mondiale, il va créer une œuvre d'art sur le devoir de mémoire. Et donc, il n'a pas encore été sélectionné. Donc, il y a un jury chapeauté par la LRE Foundation qui va choisir un artiste étranger. Et il va être accueilli à Bastogne pendant plusieurs semaines et on verra ce qu'il nous sort de son chapeau d'artiste. Ça me fait penser à une autre interview, la Louga, Barbara et Anne, que je salue, qui étaient venues ici, Louga pour Luxembourg Urban Garden. Et donc là, c'est aussi des artistes, des architectes paysagistes qui en gros vont... Voilà les spécificités du projet, mais sortez-nous quelque chose. Oui, c'est un peu ça, oui. Et moi, quand je pense à l'art et quand je pense à la guerre, je pense à Guernica de Picasso. Oui. Ça, c'est une référence. Il y a aussi donc, le Nuts Weekend, on l'a évoqué. Il y a le Baston War Museums and Outdoors. Oui, donc ça, c'est l'idée de se développer vers l'extérieur. Donc, on a le Bois-Jacques, qui est un champ de bataille extérieur qu'on peut réaliser. Mais il y a aussi la possibilité de suivre des circuits historiques avec un roadbook. Et également de prendre des tours en véhicule d'époque. Donc là, en fait, la personne qui a choisi cela est accueillie par un chauffeur avec son propre véhicule d'époque de 44-45. C'est souvent un Dodge, donc c'est quand même une belle camionnette qui peut accueillir jusqu'à 8 personnes. Et les gens enfilent leur veste militaire, mettent un casque, ils embarquent dans le véhicule et ils suivent certains arrêts dans des champs de bataille d'époque avec les explications du guide. Et ça dure 2 heures et ça permet en été de profiter de la belle météo que l'on espère, tout en ayant un peu des informations sur l'histoire de Bastogne. J'aimerais oui, après c'est vous qui devez aimer, mais les bons moments, François, c'est quand même, on est sur le devoir de mémoire, on est sur un site qui est certes touristique, mais qui traite d'un sujet extrêmement grave. Donc il y a dû y avoir des émotions sur combien d'années vous avez dit que vous êtes là ? Ça fait quand même 6 ans. 6 ans. Donc, ce bastonnière d'origine qui est revenu dans ses pénates pour s'occuper de la communication au Baston War Museum, vous avez dû avoir des moments plein d'émotions, je veux dire. Oui, tout à fait. Mon poste me permet de justement être en contact avec des familles qui reviennent avec des témoins des faits. Donc c'est vrai que chaque année, on reçoit, on va dire, une vingtaine de vétérans de guerre, donc qui ont maintenant, ils dépassent quasiment tous les 100 ans. Ouais. Donc on en voit de moins en moins, malheureusement, mais chaque fois qu'on les rencontre, on a encore eu une rencontre un peu improvisée avec un vétéran de 102 ans qui était pilote, il n'était pas pilote d'avion, mais il était embarqué dans un avion et il était plus mitrailleur dans l'avion. Et voilà, on a pu discuter avec lui. Donc c'est toujours des moments chargés d'émotions. On essaye toujours d'inviter le public pour un échange avec eux. Donc c'est clair, c'est un super moment. On a également eu le survol du mémorial du Mardasson par un vétéran de guerre qui avait à l'époque 99 ans, qui avait survolé en tant que copilote dans le Mardasson. Il avait embarqué dans un avion d'époque, celui qu'il pilotait quand il avait 20 ans plus ou moins. Et donc évidemment, ça c'est assez émouvant. C'est aussi émouvant de voir les centaines de personnes qui viennent naturellement pour l'applaudir du Mardasson, alors que voilà, donc c'est le côté spontané des gens qui
ont encore ce réflexe 80 ans après de se souvenir, de les remercier. Donc ça, c'est clair que c'est un des beaux moments. Et puis évidemment, le Weekend Nuts, hein, on vient à peine d'en sortir. On a accueilli énormément de monde pour ce 80e anniversaire. On a fait plus de 5000 entrées en l'espace de 3 jours. Et puis il y a eu énormément de gens qui ont participé aux manifestations. Et là, bien entendu, c'est toujours agréable de voir autant de monde autour d'un spectacle son et lumière qui donne sur le mémorial du Mardasson. Donc c'est toujours très agréable de retrouver toutes ces personnes-là et accessoirement parfois quelques personnalités qui viennent en famille visiter les lieux, comme Toby Alderweireld par exemple. Voilà, il ne prévient pas, mais quand on le voit, on se dit « Ah, mais il me dit quelque chose ». Et donc, voilà. J'ai déjà vu en short. Voilà, c'est ça. Donc, là, ça me surprend de le voir comme ça. Oui, puis il y avait le roi et la reine qui étaient là aussi la dernière. Voilà, donc ils sont même venus il y a 4 ans, je dirais, je ne sais plus, voilà, c'était il y a 4-5 ans, voilà. Ils étaient venus en famille, donc voilà, on avait été informés qu'il y allait avoir une visite officieuse en fait du roi et de la reine avec leurs enfants, donc on avait dû garder on avait dû se taire à ce niveau-là, et donc ils sont venus naturellement et ils ont visité le musée, donc il y a pas que, on ne les voit pas que pour lancer les fameuses noix du balcon de l'hôtel de ville, parfois ils viennent de manière plus incognito. Pour retrouver toutes les informations pratiques, on va dire, les entrées, les heures d'ouverture, on trouve tout ça sur un site, votre site à vous, sur le site de la commune de Bastogne aussi le plus simple, c'est de se rendre directement sur le site du bastonnoirmuseum.be, où là, toutes les informations pratiques s'y retrouvent. Et on essaie aussi d'être fort présent, évidemment, sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il y a à la suite des bons moments, il y a toujours, si c'était à refaire, mais le François Collard enjoué que j'ai en face de moi, je pense qu'il le referait, mais s'il y avait une chose à changer ou des pistes d'amélioration, peut-être des réflexions sur le futur, comment vous voyez les choses, qu'est-ce qu'il faudra encore faire peut-être différemment? Je ne dis pas que les choses sont mal faites, pas du tout. Non, bien sûr. Comprenez-moi bien. Ça, c'est une belle question, mais il y a toujours moyen de mieux faire, et je pense que voilà, j'en vois deux, donc toujours encore plus arriver à toucher les écoles. Elles sont énormément sollicitées, les pauvres, hein, donc les enseignants reçoivent des demandes de partout, mais je pense que notre vocation, la dynamique du musée, la thématique du musée a une plus-value par rapport peut-être à d'autres sites touristiques. Donc ça, je le pointerai du doigt, d'accueillir encore davantage de jeunes. On a toutes les dispositions possibles. On a on a tout ce qu'il faut en termes d'ORECA pour les accueillir. On a des salles adaptées, des salles de classe depuis quelques années. Donc ça, pour moi, c'est très important. Donc, on peut aussi faire appel ici, on parlait d'eux, tous ces peut-être professeurs à la retraite ou ceux qui ont cette passion chevillée au corps de transmettre quelque chose. Vous qui écoutez Inside Radio, allez frapper à la porte de François. Ils sont les bienvenus pour remplir l'équipe d'animation que l'on a déjà, francophone, néerlandophone, anglophone. Voilà, on essaie de s'ouvrir vraiment à tous les types d'écoles, de toutes les nationalités possibles. Et alors, pourquoi pas, en soi, on a la complexité d'être sur 3 sites différents, donc parfois c'est un petit peu compliqué pour les visiteurs. Alors pourquoi pas aussi prévoir un projet de navette en véhicule d'époque qui permettrait aux visiteurs d'être vraiment entre les sites, rester dans la thématique, être immergé dans l'histoire. Magnifique, François. Est-ce que vous avez encore quelque chose à nous dire, à ajouter ce matin? Sinon, vous avez le petit devoir qui est de choisir la chanson de sortie. Non, mais merci en tout cas de m'avoir reçu. Hein, c'était très agréable. C'était un plaisir. Et alors, voilà, je ne veux pas non plus en faire trop des caisses, mais pour moi, pour rendre hommage aux vétérans, comme on essaie de le faire dès qu'ils sont présents, je vois bien la chanson Hero de David Bowie. We can be heroes just for one day. What do you say? Voilà. Merci François, on va vous rendre visite et vraiment, vous qui nous écoutez, si vous êtes parents, grands-parents ou simplement vous avez cette vocation en vous de passer des choses et de faire vivre des moments qui restent gravés dans la mémoire des jeunes, parce que je pense que il y a les jeunes en primaire sont particulièrement ouverts d'esprit. Je me souviens d'avoir lu des livres d'Olivier Weyrich qui traitent beaucoup de cette thématique-là. Et oui, voilà, c'est un sujet grave, mais justement, il faut bien sûr en parler. Oui, hein, tout à fait. Et puis ils ont un côté spontané qui est magnifique.
Ils ont une ouverture d'esprit que malheureusement on a peut-être un peu moins au fur et à mesure plus on grandit, donc c'est très bien. Inside Radio, la radio plus proche de vous. François, encore merci. Bon retour à Bastogne. Merci à vous. Et quant à moi, comme vous le savez, chaque semaine je redisparais pour renaître tel un phénix la semaine suivante. Et d'ici là, quoi que vous fassiez, mes chers auditeurs, faites-le bien. Ciao.